Analyse d'Andor saison 2, troisième partie. Bonjour tout le monde, c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, nous avons pu découvrir le troisième arc de la saison 2 de la série Star Wars Andor, et bon Dieu, c'était quelque chose. On sort pas indemne d'un tel chapitre. Alors vous aurez pu remarquer qu'il m'a fallu du temps pour trouver les mots, et j'espère qu'ils seront les plus justes. Et en même temps, ça vous a laissé aussi un peu plus de temps pour digérer tout ça. Mais avant d'aller plus loin, revenons d'abord, comme d'habitude, sur l'avis de la communauté concernant l'arc de la semaine dernière. Et sans grande surprise, grâce au sondage que je vous ai proposé, nous pouvons voir que vous êtes plus de 80% à l'avoir trouvé bon, un peu plus de 10% à l'avoir trouvé moyen, et seulement 5% à l'avoir trouvé mauvais. On a donc des résultats en tout point similaires avec ceux du premier arc, ce qui fait que la série a pour le moment une excellente moyenne. De mon côté, j'ai donc très hâte de voir ce que ça va donner avec les résultats des épisodes de ce nouveau chapitre. Mais bref, maintenant, parlons ensemble de ce troisième chapitre, et attention à vous, car cette fois-ci on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Tout d'abord, j'aimerais qu'on revienne ensemble sur ce qu'a pu dire le showrunner de la série, Tony Gilroy. Avec Andor, il espérait écrire et produire une histoire qui serait bien plus qu'une simple et énième aventure, qu'un énième divertissement. Avec Andor, Gilroy comptait marquer les esprits, et surtout nous présenter une œuvre qui allait s'inscrire dans une très longue liste d'œuvres qui marquent le spectateur, notamment de par leur engagement politique et leur rappel au soulèvement ou à la révolte, ou tout du moins au réveil de la population pour refuser l'oppression. Ce qui nous marque en voyant ce nouvel arc, c'est qu'on constate au fil de notre visionnage que par le passé, nous avons pu avoir Les Misérables, puis peut-être V pour Vendetta, et enfin pourquoi pas, Andor. En écrivant et présentant Star Wars au public, George Lucas a certes voulu raconter une histoire d'aventure dans l'espace, où un jeune homme accomplit de grandes choses, mais très vite, un thème sous-jacent, bien plus sérieux, est venu étoffer son film, ainsi que toute sa saga, un thème politique. Celui d'un combat d'un petit groupe d'insurgés contre un ordre maléfique et oppresseur. Un ordre, ou plutôt un empire, qui peut s'assimiler à bien des choses de notre histoire à nous. César, Napoléon, le chancelier Adolf Hitler, mais aussi, et il ne faut pas l'oublier, l'empire américain. Celui qui est parti en guerre contre le Vietnam. The good guys are the rebels. I think we call those guys terrorists today. When I did it, they were Viet Cong. Exactly. So were you thinking of that at the time? Yes. The irony of that one is the little guys won. Right. And the big, highly technical empire... The English Empire, right? The English Empire, the American Empire, yeah. Lost. Yeah. That was the whole point. Lorsqu'il décide aussi de produire la prélogie à la fin des années 90, une époque de grands changements et de profonds traumatismes pour le peuple américain, George Lucas décide d'aller plus loin encore. Fini les petites créatures mignonnes, fini la rigolade, maintenant on raconte comment une démocratie devient un empire tyrannique. Comment des gens qui en apparence n'ont rien d'anormal ou d'inquiétant deviennent des monstres. Et surtout, comment la masse, la population, se laisse embrigader dans ce mouvement. Alors oui, Star Wars ce n'est pas que ça. C'est un savant mélange entre aventure grand public et aussi un message politique à la portée de tous. Un message qui n'oppose pas bêtement droite ou gauche, mais simplement un message qui veut éveiller les gens, notamment vis-à-vis des risques qui peuvent toujours exister, car malheureusement, l'histoire a tendance à trop souvent se répéter. Voilà dans quel thème, dans quel sujet, Tony Gilroy a décidé d'ancrer l'histoire de sa série. Et comme il a lui-même pu le dire, il pense qu'Andor va être une œuvre qui va devenir en quelque sorte intemporelle. De tout temps, le public sera en mesure de faire le lien avec des événements passés, des événements présents et possiblement des événements futurs. Pour vous citer une interview qu'il a pu donner pour la saison 1, il y a tout un tas d'événements ou de choses de la série qui peuvent faire écho à ce qui se passe ou qui ont pu se passer dans notre monde à nous, que ce soit des choses très précises comme la révolution russe, l'ANC, la Palestine, car à travers toute l'histoire humaine, nous avons eu affaire à de l'oppression d'un peuple sur un autre, de l'esclavage, du colonialisme, mais aussi à de l'héroïsme. C'est quelque chose qui n'a cessé de se reproduire à travers le temps.
C'est donc un thème intemporel. Bref, j'avais vraiment envie de vous présenter cette grosse introduction pour vous dire sincèrement pourquoi Andor a toute sa place dans ce très vaste univers qu'est Star Wars. Que cette série adopte peut-être un genre complètement nouveau dans la saga. Et du coup, moi je vous dis que justement, ce nouveau style rend notre univers encore plus beau, encore plus riche, en faisant de lui quelque chose de toujours plus intemporel. Maintenant que j'ai dit tout ça, j'espère déjà que je ne vous ai pas trop perdu, et j'ai même l'impression maintenant que ça va être difficile de parler des épisodes en eux-mêmes, mais on va quand même essayer. Tout d'abord, on commence avec ce qu'on nous présente au début de l'épisode 7, qui est un peu calme lui aussi, mais qui participe surtout à faire monter la pression à un degré supplémentaire. Car, et c'est là où c'est fort, le spectateur avisé qui sait où l'histoire va, sait que tout va finir par mal tourner. Et malgré cela, on ne peut pas décrocher de la série. C'est difficile de ne pas stresser pour les personnages, même ceux dont on sait qu'ils ne risquent rien. On a tout de même peur pour eux. Je trouve que là encore, c'est une incroyable réussite de la série. On croit à tout ce qu'on voit. On croit aux risques que prennent les personnages, on croit au fait qu'ils sont en danger, et on croit aussi quand certains parviennent à s'en sortir, presque miraculeusement. D'ailleurs, cet aspect miracle ou chance est l'un des thèmes de cet arc vis-à-vis de Cassian, qui pense clairement à raccrocher, à quitter la rébellion, pour enfin aller vivre en liberté et en paix, car il en a déjà trop vu. Et il sait qu'il a sûrement déjà dû échapper à un peu trop de situations où il aurait pu y laisser sa peau. J'ai donc trouvé ça très malin qu'on nous introduise ce qu'ils appellent une guérisseuse de la force. Quelqu'un un peu comme Chirrut-Îmwe, qui a une foi profonde dans la force qui nous entoure, mais qui ne la maîtrise pas complètement. Mais ça permet à la série de mettre en avant cet aspect de destinée et que, dans le cas de Cassian, celui-ci est destiné à faire de grandes choses, qu'il a encore des choses à faire pour la rébellion. Elle nous dit même qu'il sera un messager. Ça peut être assez abstrait, mais quand on se souvient de Rogue One et du destin du personnage, et surtout donc de sa dernière mission qui consiste à faire passer un message à la rébellion, et plus encore à toute la galaxie, il y a vraiment pas mal de choses qui résonnent assez fortement. L'espoir est la base de toutes les rébellions. L'espoir est à la base de toute rébellion. Nous essayons d'émettre sur tous les canaux possibles. J'espère que vous me recevez. Par pitié, retransmettez ce message partout. Tu crois qu'il y a quelqu'un qui écoute? Oui. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un. On a également une discussion intéressante entre Cassian et Kleya lorsqu'il lui fait part de son désir d'arrêter, d'enfin pouvoir prendre ses propres décisions, et qu'elle lui rétorque qu'elle croyait justement que c'était pour ça qu'ils se battaient, pour pouvoir tous pouvoir prendre leurs propres décisions. C'est une manière pour elle de lui dire que son combat n'est pas terminé, que sa liberté, s'il décide de la prendre, ne sera que conditionnelle et qu'il ne fera que se voiler la face, car on se souvient d'ailleurs de comment ça s'est terminé la dernière fois qu'il a cru pouvoir profiter de sa soi-disant liberté sous le régime impérial. C'est là où la conclusion de ce chapitre est très forte. On était nombreux à se demander quel serait le destin de Bix, en imaginant qu'il serait forcément assez tragique pour elle. Et il l'est d'une certaine manière, car elle comprend que Cassian est destiné à jouer un rôle extrêmement important, même s'ils ignorent encore lequel. En tout cas, de son côté, elle décide de partir définitivement pour qu'il puisse s'investir à 100% dans et pour la rébellion, et qu'elle, quant à elle, le retrouverait une fois qu'ils auraient gagné. Bon, ça on sait que c'est pas près d'arriver, justement, et du coup ça me fait aussi poser tout un tas de questions, parce que, attention spoiler Rogue One pour ceux qui l'ont oublié ou ceux qui l'ont pas encore vu, je vous laisse quelques secondes, voilà, Cassian meurt en se sacrifiant pour la rébellion. Du coup, on a peut-être un peu l'impression que c'est Cassian qui perd tout dans cette histoire, et je suis donc curieux de savoir si on saura dans le prochain arc ou pas du tout, ce que Bix de son côté compte faire. Je ne sais pas ce que vous pensez de tout ça de votre côté, mais je suis très curieux de lire vos commentaires à ce sujet. Ce que j'ai remarqué avec cette saison, c'est qu'on peut voir au fil des ans l'évolution dans l'établissement de l'Alliance rebelle, et donc forcément, qu'on a aussi un peu Luthen qui est mis de côté, puisque sa manière de lutter est complètement différente de celle des rebelles. D'ailleurs, ça participe à créer de vives tensions entre lui et Cassian, parce qu'on se demande forcément si à force d'utiliser les méthodes de l'Empire et être devenu une sorte de monstre, ou du moins autant qu'eux, est-ce que Luthen espère encore réellement gagner? Est-ce qu'il espère vraiment chercher à lutter efficacement? Ou est-ce qu'il ne cherche plus désormais qu'à se battre
et à essayer de faire du mal à son ennemi. On voit d'ailleurs que ses objectifs semblent désormais être assez flous pour tout le monde, qu'il en vient même à terrifier ses alliés. Malgré tout, les épisodes nous prouvent de sa bonne volonté et qu'on peut toujours compter sur lui, notamment dans le cadre de l'aide qu'il décide d'apporter à Mon Mothma pour qu'elle parvienne bel et bien à s'enfuir. Car grâce aux informations données par son informateur du BSI, il a pu savoir que le groupe d'évacuation de Bail Organa était corrompu. On nous dit bien que l'agent infiltré venait du service de Loni Jung, chose qui n'était peut-être pas assez claire dans l'épisode si on connaît pas tous les noms par cœur. Il sera donc intéressant de savoir les éventuelles répercussions que cela pourrait avoir sur lui dans le prochain chapitre, tout comme il va être important de s'interroger sur le sort qui risque d'attendre Luten, mais aussi de Clea. A noter également que dans cet arc où tout le monde fait un peu tomber les masques, pour accepter sa vraie nature, Luten se met à se déplacer en plein jour sur Coruscant. Je pense que cet élément de mise en scène marque aussi visuellement une forme de tournant dans l'histoire. En plus, on sait que Leto se resserre autour d'eux et que l'Empire s'apprête à devoir faire face à une véritable force armée, et que le temps n'est peut-être plus aux petites actions faites dans la clandestinité. D'ailleurs, tant qu'on y est à parler un peu de mise en scène, il y a aussi le premier plan de l'épisode 9 qui montre le Sénat à l'envers, en reflet donc, dans une flaque d'eau avec la pluie qui tombe. Je pense que c'est assez évocateur pour dire que le Sénat n'est plus du tout ce qu'il est censé être, et avec la pluie, ça donne forcément une image un peu triste, négative des événements qui vont venir. Du côté de Gorman, on peut voir toutes les stratégies mises en place par l'Empire pour faire dégénérer les choses. Comment ils utilisent les médias pour pointer du doigt uniquement les locaux, en disant que leurs actions ne font aucun sens, qu'elles n'ont pas lieu d'être. Bien sûr, quand on oublie de dire au grand public pourquoi les Gorman se montrent aussi révoltés, ça change la donne. On voit aussi qu'ils s'efforcent de camoufler leur véritable projet. Mais les gens sur place ne sont ni aveugles ni sourds. Donc au final, et c'est bien ça le pire, l'Empire ne cherche même pas à faire véritablement semblant. Ils veulent que ça dégénère. Ils ne cherchent pas à le cacher aux locaux. Par contre, ils le font vis-à-vis des autres, des gens extérieurs à la planète. Ces personnes-là doivent ignorer ce qu'il se passe réellement. C'est pourquoi on insiste tant sur le fait que ce qu'il s'y produit ensuite doit être annoncé à toute la galaxie. C'est pour ça qu'on charge Cassian de transmettre le message. Pour ça qu'on insiste autant sur le fait d'utiliser la radio pour le partager aux mondes extérieurs. Et surtout tout ça pour nous conduire au grand discours que doit faire Mon Mothma devant ses collègues du Sénat et surtout aux yeux de toute la galaxie qui est logiquement interloquée par un tel événement. On voit aussi très bien que l'Empire fait en sorte de déployer des troupes de faible valeur, à savoir des recrues, des hommes inexpérimentés, ce qui fait qu'on sait d'emblée que les choses vont inévitablement déraper, car ils ne sont pas prêts pour réagir de la bonne manière face à une foule en colère. Une foule d'ailleurs qu'on finit littéralement par nasser, par enfermer. Et vous savez que pour faire paniquer une masse de gens, il n'y a rien de plus efficace que de les bloquer en un seul et même endroit en les empêchant de sortir. Ça fait d'emblée monter la tension d'un cran. Et puis, que dire aussi des moments où la foule se rassemble à travers les rues en scandant le même slogan, avant de chanter tous ensemble. Un moment qui fait forcément beaucoup penser à des séquences des Misérables, et surtout la comédie musicale bien sûr, mais ça m'a aussi rappelé une célèbre scène de Pirates des Caraïbes, celle où les pirates sont tous envoyés à l'échafaud et qu'ils se mettent à chanter, tous ensemble à l'unisson, en signe de révolte, et surtout pour se donner du courage. Une scène extrêmement puissante, où ce sont ceux qui sont désarmés et même entravés, qui sont en mesure de faire reculer ceux qui tiennent les armes, ceux juste avec leur voix. Monsieur, ils ont commencé à chanter. Il était temps. Ce qui rend ensuite la scène du massacre absolument terrifiante. D'autant plus quand on remarque qu'elle se fait aussi sans aucune musique. On a donc l'impression de voir un reportage, un documentaire, ou pire encore, des scènes d'émeutes en direct, où les forces de l'ordre seraient en train de tirer à balles réelles dans la foule. Le moment où les Stormtroopers se positionnent dans l'escalier, ça fait certainement partie des moments les plus terrifiants qu'on ait pu voir dans Star Wars.
On pourrait aussi évoquer le fait de faire passer des TIE Fighters de façon régulière au-dessus de la place, tout ça pour intimider la foule. Et puis aussi, le moment culminant où les droïdes BX sont déployés, et on découvre donc que ceux-ci sont littéralement des Terminators sur pattes. Et si vous voulez savoir ce qui m'a véritablement terrifié avec eux, c'est qu'il n'est pas d'armes. Ça a l'air de rien dit comme ça, hein, mais quand on le réalise, on comprend donc qu'ils vont tuer les gens à la main, de la façon la plus brute qui soit. C'est vraiment un moment absolument glaçant. Même si ça finit ensuite par conduire à l'introduction de K2SO, qu'on aura donc la chance de pouvoir suivre aux côtés de Cassian dans un chapitre entier. Et puis pour revenir une dernière fois sur le fait que l'Empire est tellement abominable et monstrueux, qu'il est même prêt à sacrifier ses propres hommes pour que les choses dérapent. On a déjà évoqué le fait d'envoyer des bleus en première ligne, mais encore pire que ça, on ordonne à un sniper de tuer l'une de ses recrues dans la foule pour faire croire que c'est un manifestant qui a tiré. Si vous suivez les mouvements populaires qu'on peut trouver à travers le monde, que ce soit des véritables révoltes ou bien de simples manifestations, vous savez que c'est souvent ce qui est craint, qu'il y ait des agents du pouvoir en place en tant qu'infiltrés pour pouvoir faire déraper les choses, ce qui donne une très bonne excuse pour que les forces de l'ordre puissent répliquer. Bien sûr, hein, des fois il n'y a pas besoin de ça pour que ça dérape, mais ce serait se voiler la face de croire que ça n'est jamais arrivé. Et puis, tout cela nous mène évidemment aux personnages de Dedra Meero et de Cyril, qu'on peut voir cette fois-ci dans leur intimité, et où on voit bien qu'ils sont dans une relation vraiment particulière, qu'ils s'aiment sincèrement, ça c'est clair, mais ça reste tout de même assez bizarre, tant tout leur couple est mêlé à l'Empire et aux actions de celui-ci. J'étais d'ailleurs vraiment étonné de voir la réaction de Cyril quand il comprend enfin ce à quoi il a pu prendre part malgré lui, et qu'au-delà de servir l'Empire, ce qui le rendait très heureux, il a surtout participé à créer quelque chose qui allait entraîner l'extermination de tout un peuple. Et ça, il a tout de même bien du mal à l'accepter, car il aime l'ordre, il aime l'Empire, mais une fois confronté au réel, c'est peut-être quelque chose qui n'a plus vraiment de sens. Comme nous le prouve justement la scène où il décide de se confronter à Dedra avec une sacrée violence. D'ailleurs, je ne crois pas qu'elle non plus réalise vraiment à ce moment-là la portée de ses actions. Les gens comme elle pensent bien agir en faisant ce qu'on leur dit, et surtout sans jamais se poser de questions jusqu'au moment fatidique où les actions qu'on a pu mener, les actions que l'Empire a pu mener, eh bien ça commence à atteindre ton intimité. En ce moment, je suis également en train de regarder une autre série qui s'appelle Le Maître du Haut Château, qui présente un univers alternatif où les Alliés auraient perdu la Seconde Guerre mondiale, et où l'Amérique aurait été divisée entre le camp nazi et le camp japonais. On peut donc y suivre un personnage, John Smith, un officier américain nazi, qui aime beaucoup ce qu'il fait, qui est vraiment bien ancré dans l'idéologie de son groupe, de la tête aux pieds. Mais quand à un moment donné il y a quelque chose qui va finir par toucher sa famille directement, ce qui le met donc face à un dilemme et à tout un tas de contradictions, ça rend la chose tout à fait intéressante. Et c'est un peu ce que peuvent vivre Cyril et Dedra dans l'arc du jour. L'arc de Cyril étant d'ailleurs d'autant plus intéressant puisque nous avons donc le fin mot de l'histoire le concernant. Et il est également très pertinent de faire le lien avec le titre de l'épisode 8, Qui es-tu ? Qui nous fait réaliser assez justement, car vous l'aviez peut-être oublié tout comme moi, que Cassian n'a jamais eu la moindre idée de qui était Cyril, qu'ils ont peut-être le même point de départ dans leurs arcs, mais que là où Cassian est amené à devenir un héros, celui prêt à donner sa vie pour la bonne cause, Cyril, lui, fera de même pour absolument rien. C'est ça qui est pertinent et intéressant dans le choix qui a été fait. On pourrait d'abord croire que Cyril va enfin ouvrir les yeux et prendre la bonne décision, peut-être en prenant la défense d'Egorman. Le plan avec la caméra qui tourne autour de lui est d'ailleurs une très bonne idée pour nous montrer son conflit intérieur qui se joue à ce moment-là. Et puis finalement, quand celui-ci tombe nez à nez face à Cassian, il décide d'agir bêtement, égoïstement, contre celui qu'il croit être sa némésis, son ennemi juré. Et pourtant, Cassian, de son côté, il se souvient même pas de lui. Du point de vue de Cyril, le jour où Cassian lui a échappé, c'était le moment le plus important de sa vie. Alors que Cassian, quant à lui, il a vécu tellement de choses depuis leur dernière rencontre qu'il ne s'en souvient même pas. Donc au final, Cyril meurt, seul, bêtement, pathétiquement, et il n'aura été qu'un pion pour cet empire qu'il aimait tant. Mais comme l'épisode nous le fait bien comprendre, cet amour est très loin d'être réciproque. L'Empire utilise, manipule, il broie les gens.
mais il ne leur renvoie jamais cette forme d'amour que certains sont prêts à lui donner. Car au final, l'Empire, et à travers lui l'empereur Palpatine, prend, mais ne rend rien. Devant un tel gâchis, la perte d'une vie pour un but qui est loin d'être noble, la série arrive pourtant à nous faire nous sentir mal lorsqu'on nous propose de découvrir déjà la réaction de Dedra, qui fait donc bel et bien une énorme crise d'angoisse, quel suspense insoutenable, le fanservice et la nostalgie à tout va de ces 5 dernières années a bousillé le cerveau de certains, mais c'est surtout avec la réaction de la mère, un personnage que peu de gens apprécient, et à juste titre, et pourtant, voir la réaction d'une mère qui sait qu'elle a perdu son fils, en partant en plus du principe qu'elle ne saura sûrement jamais la vérité sur ce qui s'est passé, ça rend la chose vraiment difficile à supporter. Enfin, comment ne pas parler du point culminant de ce chapitre, avec l'arc de Mon Mothma? Réussir à créer une telle pression, une telle tension, une telle attente, pour un simple entre guillemets discours, c'est absolument dingue. Et vous savez ce qui est plus dingue encore? C'est que ce discours, on le sait à l'avance, il ne va rien changer au Sénat. Comme on nous le montre, tous les sénateurs sont d'ores et déjà acquis à l'Empire. Tous partagent la même propagande. Personne n'ose prendre le parti du sénateur Gorman lorsqu'il se fait arrêter. Donc, quand Mon Mothma s'avance pour prendre la parole, nous savons que son discours va en même temps ne servir à rien et en même temps servir à tout. Car oui, son action dans le Sénat en tant que telle ne va rien changer. Le sort des Gorman est déjà scellé. Mais le simple fait qu'elle tienne son discours, qu'elle agisse, qu'elle ose parler pour ceux à qui on a retiré leur voix, littéralement, ça fait déjà tout. Pour revenir à notre monde à nous, j'ai récemment vu un extrait d'un ancien ministre français qu'on connaît tous très bien, Dominique de Villepin, qui est resté célèbre notamment pour son art et sa maîtrise de la diplomatie internationale, et surtout pour le discours qu'il avait pu tenir à l'ONU en 2003, et on va pas rentrer dans la politique non plus de est-ce que c'est une bonne personne, etc. Mais il a pu dire quelque chose qui, je trouve, fait parfaitement écho à l'action de Mon Mothma, qui décide de parler quand bien même les gens autour d'elle diraient que ça ne changera rien. Car ce qui compte, quand on croit vraiment en son combat, c'est de réessayer, encore et encore, quoi qu'il en coûte. Les États-Unis ont mis un veto. Ils ont mis un veto à l'énième résolution sur Gaza. Eh bien, représentons une nouvelle résolution. Elles sont rejetées après le mandat. Vous le savez, elles sont rejetées par... Est-ce que M. Biden, aujourd'hui, aura le courage, ou plutôt l'absence de courage, de s'opposer une nouvelle fois à la résolution? La réponse est oui. Mais Joe Biden lui-même a dit que cette décision de la CPI était scandaleuse. La diplomatie, c'est de réessayer et de réessayer. Il y aurait encore sûrement plein de choses à dire concernant ce passage, ou même tous les autres épisodes. Mais en même temps, je préfère ne pas trop en dire et tout simplement le savourer, l'apprécier, tout comme on peut justement avoir les poils qui se dressent lorsque les pirates décident de se mettre à chanter, ou bien quand V utilise sa prose et son masque pour terrifier les gardes qui s'opposent à lui, ou alors quand l'orchestre de la communauté de Ferrix lance son ultime marche funèbre. En bref, voilà donc ce que j'ai pu penser et ce que j'avais à vous dire concernant ce nouvel arc. Il y a sûrement plein de choses que j'ai oublié de dire, tant cet arc était important et surtout si réussi. Il a d'ailleurs mis la barre si haute qu'on se demande comment la série va pouvoir se conclure en faisant au moins aussi bien. Mais en attendant de le découvrir, c'est à mon tour de vous laisser la parole, à vous de me dire ce que ce chapitre vous a fait ressentir dans les commentaires. Et sinon, vous avez d'ores et déjà le sondage disponible dans l'onglet communauté de la chaîne pour me dire ce que vous en avez pensé. Si la vidéo vous a plu, je vous encourage à laisser un pouce bleu, à la partager à vos amis et à vous abonner pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Sur ce, je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui soutiennent la chaîne, que ce soit via le bouton rejoindre sur YouTube ou bien encore sur Tipeee. De mon côté, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine et que la force soit avec vous, c'était Absolute. Ciao!